Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors j'aurai une multitude de sujets à aborder avec toi en ce moment. Alors j'ai pris des notes, donc ça viendra après au fur et à mesure. Et là j'en ai extrait un qui me semble pertinent d'aborder aujourd'hui. Euh, Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est en approche, d'ici une petite semaine, du carré Mercure-Uranus. Donc Mercure en Verseau, Uranus en Taureau, qui va se réaliser dans, dans une ambiance astrologique globale où finalement ce carré qui va durer très très peu de temps, c'est vraiment histoire de le dire, mais qui pourrait avoir une dimension un peu particulière et je vais t'en parler tout de suite en abordant un sujet que j'ai pas exploré plus que ça jusqu'à présent. Et je vais reprendre pour ça un terme que j'ai entendu dans la bouche de Mikaya, du blog de Venus Dance by Mikaya. Elle parle régulièrement de technologie mentale. Et quand elle parle de technologie mentale, elle entend en fait nos capacités cérébrales très pragmatiques. Attention, je parle de capacités là, inhérentes en fait à la mécanique même, à la constitution même de notre cerveau, de la manière dont il est constitué. Et de toutes ces technologies en fait qui sont contenues dans notre système de fonctionnement cérébral et qui vont se traduire, quand on les active, par des choses auxquelles on est peut-être un petit peu moins habitué en nos temps actuels, qui sont la télépathie, la médiumnité, la clairvoyance, la clairsentience, la communication animale, la lecture de tout ce que tu veux dans l'univers, qui offre comme ça finalement un champ de réflexion, un champ d'apport en fait, de fonctionnement d'un cerveau auquel on a a priori, je dis bien a priori, pas forcément tellement accès comme ça aujourd'hui en 2023. Je vais aller un petit peu plus loin dans cette appellation de technologie mentale. Donc mentale, on parle de ton esprit, donc ton esprit qui a des vulnérabilités comme il a des qualités, mais qui a aussi une souplesse, une plasticité, une élasticité assez incroyable qui permet finalement d'aller explorer des domaines et de s'adapter à des nouveaux champs d'exploration de domaines. Et technologie pourquoi? Mais parce que tu sais quoi en fait? Je pense, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'entends et je lui demanderai son avis pour savoir si ça lui parle aussi. Mais tu vois, pendant longtemps, le mot technologie, il a évoqué pour moi vraiment tout ce qui était très pointu, sous forme d'électronique, de télécommunication. Et l'un des objets les plus représentatifs pour moi du mot technologie, ce sont nos smartphones par exemple. Ou juste avec cet objet-là, tu peux aussi bien faire livrer des fleurs à ta mère, ou à ton amoureux, ou à ton amoureuse, ça dépend, ou à ta grand-mère, enfin peu importe, euh, te renseigner sur un bouquin dont tu as entendu parler, éventuellement le commander aussi, et en même temps appeler n'importe lequel de tes contacts qui va être à l'autre bout du monde, et en même temps être en capacité de consulter une image aérienne d'un coin perdu de la jungle amazonienne. Donc en fait, c'est cette technologie de nos téléphones là. Mais il faut imaginer qu'on a exactement le même potentiel dans notre esprit, à l'intérieur de notre esprit, et dont les mécaniques en fait s'appuient sur ce qui est très organique là pour le coup sur le plan de notre cerveau.
et de nos capacités, des membranes qui communiquent entre elles, de nos sens, de la réceptivité de nos sens, de notre capacité que propose le cerveau à nous situer toujours dans le temps, dans l'espace, cette ère de la proprioception. Enfin, tout ceci, on est calibré en fait pour pouvoir faire absolument tout ce que fait notre téléphone. Alors tu vas me dire, oui, c'est bien joli, mais la télékinésie, par exemple, oui, il y a effectivement des applications qui sont plus rares à observer que d'autres. Et en même temps, on est dans un moment où très clairement, on est tous en train de développer de plus en plus de capacités. Alors, ça serait intéressant, mais ça ne va pas être le propos de ce podcast, mais de se poser la question en fait du mimétisme aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à posséder cette technologie-là sous la forme de l'objet, est-ce que on n'est pas aussi en train d'avoir organisé et classé nos dossiers intérieurs de la même manière? Ou alors, encore une autre hypothèse, ces objets, smartphones quand même, est-ce qu'ils ne sont pas aussi créés en prenant justement ancrage sur les capacités cérébrales et spirituelles, parce qu'on parle de l'esprit humaine? Tout ceci est une question très largement ouverte et nous n'allons pas peut-être débattre, mais pourquoi pas se poser la question aussi. Bon, toujours est-il que, comme tout élément constitutif de la nature et de l'univers, pour notre cerveau comme pour notre esprit, il y a des chemins faciles, parce qu'on les connaît bien, parce qu'on les arpente tous les jours. Et puis il y a des chemins qui nous semblent un peu plus compliqués et qui sont en général des chemins qui sont surtout inexplorés. Donc imagine un grand champ avec des herbes hautes. Très naturellement, tu vas te diriger pour traverser ce champ à l'endroit où l'herbe elle est déjà couchée. Notre cerveau fait la même chose, notre esprit fait la même chose. On suit des circuits pré-imprimés, pré-établis, des fonctionnements qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, parce que c'est le fonctionnement en fait économique. On fonctionne toujours à l'économie. Comme une plante va aller, une graine va aller se développer dans un milieu qui lui est favorable. Parfois, tu vois des arbres, à un moment donné, le chemin le plus facile pour eux, ça a été de se détourner, de se contourner, de plier sous le vent. Ils sont dans une croissance où le chemin le plus facile pour eux, à certains moments, ça a été de se tordre, de se distordre. Voilà. Alors parfois, du coup, on est sur des explorations de chemin de notre réflexion, de notre spiritualité, sur des explorations aussi de nos applications intérieures méconnues, de cette technologie mentale, là, dont je te parle, par hasard, parce qu'on arrive en butée de nos anciens systèmes. Et c'est un peu ce qu'est en train de vivre toute l'humanité, la butée du fonctionnement de l'ancien système. C'est-à-dire que les mécanismes de pensée, les mécanismes de résolution de problèmes par rapport à des difficultés rencontrées sont un peu beaucoup à bout de souffle et à bout de course. Et il y a plusieurs indicateurs en fait dans la société et dans l'actualité qui nous en parlent de ça. Les difficultés de recrutement, par exemple, de certaines catégories socio-professionnelles, viennent nous dire que quels que soient les salaires attractifs qu'ils proposent, en fait, ils sont à bout de course et à bout de souffle. Tout ce qui se passe sur le plan gouvernemental. En ce moment, je parle pour la situation de la France avec les manifestations par rapport à l'âge de la retraite. Les mécanismes de réponse qui ont été proposés jusqu'à présent n'ont pas l'air de fonctionner. On utilise pourtant les mêmes moyens qu'il y a quelque temps, mais il y a un écho qui ne trouve pas. Pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va se retrouver de manière répétée, récurrente en fait, dans des situations pour lesquelles on a eu jusqu'à présent une réponse particulière, un type de réponse qui, bon an, mal an, a toujours donné satisfaction, et on se retrouve dans un espace où on est démuni par rapport à la réponse que l'on propose. Il n'y a pas de résultat escompté. Et à ce moment-là, on part dans l'exploration d'un nouveau chemin, d'une nouvelle technique, d'une nouvelle stratégie de résolution de problèmes. Alors c'est aussi bien conscient qu'inconscient.
Hein, il n'y a pas de, on peut pas le caractériser de manière arbitraire, mais parce que en fait, le déclenchement de l'application, il peut se faire dans des mécanismes de survie et dans des mécanismes en fait d'état d'urgence aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une urgence à réfléchir différemment. Il y a une urgence, et parfois ça peut être aussi des situations de vraie urgence vitale, hein, dans des qui provoquent après par la suite, pourquoi pas, des syndromes de stress post-traumatique au cours desquels peuvent se développer aussi d'autres capacités, parce que la recherche de mise en sens des expériences traumatisantes implique d'aller justement ouvrir fort son esprit. Parce que la recherche de sens, c'est la caractéristique humaine. Et quand on vit des traumas, des gros chocs dans sa vie, des deuils, il y a des épreuves de vie qui sont particulièrement compliquées, des scènes auxquelles on assiste, dans lesquelles on peut être blessé, où que ce soit dans notre tête, dans notre corps, et souvent c'est partout en même temps. On est dans des reconstructions justement de schémas mentaux, enfin à un moment, parce que ces peurs levées partout sont tellement inhibitrices de la vie que souvent il devient nécessaire de les prendre en charge sur un plan thérapeutique. Et dans ces mécanismes en fait de résilience profonde en fait des traumas, la résilience est une forme de chemin pour aller accéder justement à ces nouvelles technologies mentales, à ces applications qu'on n'a pas encore explorées, qui sont contenues déjà dans notre programme initial. On pourrait vraiment le traduire comme ça. Pourquoi je te mets ça en lien avec Uranus et Mercure ? Uranus, il a un effet choc à chaque fois sur la manière dont il se manifeste. C'est brutal, ça vient interrompre quelque chose qui semblait au contraire plutôt bien ronronnant, hein, un truc qui a l'air d'être plutôt pas mal. Et il vient provoquer un système en fait de chaos. Uranus, c'est un tremblement de terre. Donc là, on est aussi complètement concerné par l'actualité du moment, et je pense à ce tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie il y a une poignée de jours de ça. On est souvent en phase de manifestations uraniennes quand on est en phase de tremblement de terre, et ça, c'est ce qui va se passer dans la 3D, et évidemment toujours en résonance avec bien ce que ça crée comme profondeur de deuil, de chagrin, de larmes et de souffrance sur le plan humain quand un tel événement survient. Parce que du coup je me branche à cette énergie, et j'ai capté un peu beaucoup l'émotionnel. Donc je ressors de l'énergie pour continuer d'éclairer mon propos. Et Mercure, c'est la capacité en fait à aller comprendre, à aller hiérarchiser ce choc, l'intégrer, pouvoir le classer en fait, pouvoir le quantifier, le qualifier, et éventuellement construire aussi un raisonnement en regard de ce choc-là. C'est-à-dire que reconstruire une base. Je vais te prendre un exemple de ce que un Uranus carré Mercure pourrait faire. Tu as certainement déjà vu, je pense que j'ai déjà cité cet exemple-là précédemment, mais tu as peut-être déjà vu des images, des petites vidéos de gens qui sont porteurs d'un handicap alors visuel ou auditif. Les vidéos que j'ai vues, c'était par rapport à ça, où tout d'un coup on leur met l'équipement, et il y a une forme de... Il y a un truc qui se passe en eux, ils voient tout d'un coup, ils voient la lumière, ils entendent, ils viennent ouvrir un son,
il y a un truc qui passe, tu sens souvent, enfin tu le vois dans les vidéos en question, il y a une bascule émotionnelle incroyable. Et j'ai vu notamment un monsieur qui recevait des lunettes qui lui permettaient de corriger le daltonisme dont il était atteint. Et en percevant en fait les couleurs à travers ces nouvelles lunettes qui corrigeaient son défaut de vision, qui s'était effondré en fait. Il est arrivé dans une autre dimension, quoi. Et alors en plus, quand on parle des couleurs et des sons, laisse-moi te dire que pour parler de dimension, on est vraiment en train de parler d'une autre dimension. Mais ça, c'est de l'approche quantique et on va réserver ça pour d'autres moments. Uranus, déclencheur de choc, et Mercure se saisit en fait de ce choc-là pour aller justement créer un nouveau chemin, une nouvelle réflexion, un nouveau circuit, un nouvel accès à une application. Il vient installer progressivement, oui c'est ça, il vient installer une nouvelle application, ni plus ni moins. Uranus, lui, il adore la fonction de carré. Plus il va pouvoir être dans une énergie d'un chien dans un jeu de quilles ou d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, plus il va adorer. Donc l'énergie du carré, alors en plus carré avec Mercure qui est chez lui, donc c'est se dire si en plus ils sont en train de se tenir à l'œil tous les deux, quoi. Et plus il est en carré, en fait, finalement, plus il est gênant, plus il est disruptif et choquant. Et du coup, plus il y va. Donc, Mercure chez Uranus, en carré à Uranus. Bon, écoute, ça nous fait quand même un petit canal bien écrit, bien signalé. Là, on a une belle signalisation sur ce trajet là entre les deux polarités mercuriennes et uraniennes. Alors Uranus ne travaille jamais sans Mercure, hein. C'est-à-dire qu'on part d'une sphère haute quand on va parler de Uranus énergétiquement. On est en dehors du champ visible de l'être humain, d'accord ? On est sur une planète qui est de découverte récente. L'astrologie traditionnelle ne prend pas en compte d'ailleurs l'existence d'Uranus, parce que l'astrologie traditionnelle ne prend en compte que l'existence en fait des planètes visibles à l'œil nu, donc ça s'arrête à Saturne. Et alors attends, mince, parce que je me perds dans ma référence à l'astrologie traditionnelle. Uranus, découverte récente. Le Mercure. Ah, flûte. Ah, puis j'ai pas du tout envie de couper parce qu'à chaque fois, ça, je trouve que ça dénature aussi un peu le truc. Sachant que quand ce genre de fuite d'idées apparaît, là, quand j'ai des fortes dispersions comme ça qui interviennent, on est aussi sur une manifestation uranienne, hein, parce que c'est la capacité aussi d'aller détourner ton attention tellement le choc est profond. Oui, donc Uranus ne fonctionne pas sans Mercure. Uranus est une fonction haute. En fait, c'est pour ça qu'on va parler de technologie mentale, parce qu'on est sur un niveau en fait vibratoire haut, de forte précision, mais on n'a pas l'énergie dedans contenue en fait par les valeurs personnelles par les planètes personnelles qui permet d'intégrer les choses. Donc Uranus, il s'intègre en passant par Mercure. Donc le choc s'intègre en passant par une forme de compréhension. C'est d'ailleurs là que j'ai tendance à m'inscrire en faux contre parfois des propos qu'on entend de moins en moins, heureusement, mais qui sont en train qui valorisent énormément le ressenti. Et effectivement, c'est très, très important d'être à l'écoute de son ressenti. On ne le dira jamais assez, mais qui vont pas aller l'explorer et pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va se contenter sur des réactions et des choix qui vont être basés sur je le sens ou je le sens pas, mais sans être capable en fait après de pouvoir en tirer une règle ou un enseignement. Donc ça va être très intuitif, au feeling, mais on va pas pouvoir en tirer un enseignement, une ligne de conduite, quelque chose qui vient
de manière plus profonde et plus ancrée, nous donner une information. C'est un peu là où le bât blesse d'ailleurs, et qu'il faut absolument, à mon sens, je dis il faut, pardon, je sais que c'est pas une locution extrêmement appréciée, mais ça m'apparaît comme étant important d'aller structurer intellectuellement nos ressentis et de comprendre, a fortiori quand on est en train, comme ça, d'évoluer sur des technologies mentales pour lesquelles on découvre des accès. Uranus, la montée de Kundalini à quelque chose d'uranien, d'accord ? Donc ça demande d'avoir une structure assise en fait pour aller jouer avec cette énergie, parce qu'on voit bien à quel point finalement il y a quelque chose de chaotique qui se produit quand Uranus est présent quelque part, et Mercure, l'intelligence de la lecture du chaos. Là on est sur ce niveau-là quand on associe les deux. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre dans quelle étape, sur quelle étape en fait on est de l'élaboration du chaos, comment il faut faire pour redresser le chaos et comment on va faire pour regagner une forme Après, on verra, chacun aura son propre vocabulaire par rapport à ses vœux intérieurs et intimes, mais une forme de prospérité, une forme d'abondance, une forme d'amour, une forme d'aisance, une forme de confort, peu importe la vibration, de toute façon la plus porteuse étant à chaque fois celle de l'amour, et peu importe les déclinaisons de ce même mot que tu mettras derrière, on est toujours en train de parler de la même chose. Mercure et Uranus, du coup, en carré, la semaine prochaine, le 21 février. Donc potentiellement des grosses prises de conscience, c'est-à-dire un éclairage très puissant. Alors je t'inviterai du coup dans ces éclairages très puissants à aller prendre note ou t'enregistrer sous forme d'audio si tu ne peux pas à l'instant précis pour laisser trace de ce que tu viens de recevoir. Ça peut être des révélations, tout simplement, au sens certes humain du terme, mais pourquoi pas aussi des révélations un peu mystiques quand même. Potentiellement, on a des choses aussi qui peuvent se ressentir beaucoup sur le plan de l'énergétique, si on est déjà sensible à ça. Si l'application est déjà installée pour toi, tu peux ressentir des coups de pression. Alors, ça va peut-être pas être le jour où tu vas être le plus concentré, autant le dire. Parce que, voilà, Uranus, quoi. Uranus peut vraiment te faire changer très rapidement le sens et le chemin de ton voyage. Mercurien, pour le coup. Donc, voilà, si c'est un jour où tu voyages, eh bien justement, peut-être que ton voyage va comporter certaines doses d'imprévus. Le vécu, du coup, au niveau humain, sur le plan de nos individualités, c'est vraiment ça, c'est vraiment les révélations, les prises de conscience, les dialogues, pas forcément sereins d'ailleurs les dialogues, mais qui comportent en fait un certain nombre d'informations qui viennent éclairer une situation qui était jusqu'à présent inhibée ou contenue. Je dis ça parce que ça fait pas très longtemps quand même qu'on est sorti du carré Saturne-Uranus, donc on a éventuellement quelque chose qui était contenant jusqu'à présent qui peut se libérer maintenant, une forme de libération de la parole. Ça pourrait vraiment être des choses très très importantes. Ça, donc sur le plan individuel, et puis sur le plan collectif, oui, des révélations, des choses, des prises de conscience, des accès aussi de révolte, de rébellion, tout ce qui va ressembler au désordre en fait. Tout ce qui va être dans l'archétype du désordre va avoir une tendance uranienne. Donc voilà, on est bien là, je pense, dans l'actualité, quand on parle de désordre. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je vais joindre à cet audio, comme d'habitude maintenant, un article sur le blog.
dans le flow, tout attaché, hébergé chez Wix. Et puis, tu peux toujours me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Tout y est aussi rediffusé. Mais les podcasts, tu les trouveras toujours aussi attachés au blog. Donc c'est un peu comment dirais-je, le centre, le centre de contrôle. C'est un petit peu par là-bas qu'il se passe. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je reviens vite avec les autres sujets. Il y a quelque chose de très important dont je veux te parler. C'est toujours en rapport avec ces espaces de technologie mentale. C'est te parler de la technologie mentale, de cette application qu'on va appeler la médiumnité. On arrive avec un soleil qui va basculer en signe d'eau, en poisson. Ça va être le moment idéal de te parler de l'héritage féminin autour de la médiumnité et qui concerne également les hommes. Hein. C'est pas les hommes héritent de leur mère, d'accord. C'est pas, il n'y a pas d'application réservée à un genre ou à un autre, pas du tout. Mais je reviens de te parler de ça, du coup, dès que le soleil sera en poisson, et je reviendrai peut-être entre-temps parce que, eh bien, écoute, si au cours de ce travail uranien, j'ai moi-même des révélations qui me semblent importantes à partager avec toi, et je reviendrai le faire, évidemment. Allez, je t'embrasse.